la sexualité, c'est le complexe d'Oedipe, hein, et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en constellation familiale et aussi en tantra. C'est un peu moins détaillé dans le tantra, hein, parce que ça passe plus par le corps, mais en tout cas c'est tout à fait aussi présent. Donc la sexualité n'est pas forcément liée au complexe d'Oedipe, hein, mais c'est la structure, hein, c'est une des structures de l'enfance dès le plus jeune âge et du complexe d'Oedipe. Et le tantra, par rapport à ça, nous apprend à d'abord générer notre énergie interne, donc l'énergie pour soi, hein, avant d'espérer aller vers l'autre, avant d'espérer commencer la relation avec l'autre. Et les groupes de tantra, d'une manière générale, et c'est souvent ce qu'on peut voir, et puis de notre côté un peu la difficulté, c'est qu'on va se retrouver avec un groupe avec une certaine parité. Donc autant d'hommes que de femmes. Les sessions de tantra que j'anime sont axées vers un axe hétérosexuel, hein. Il y a des gens qui animent des stages de tantra plutôt orientés vers l'homosexualité. Donc ça c'est plutôt un tantra New Age, parce que de manière ancestrale, le tantra nous apprend que pour faire de l'électricité, il faut un plus et un moins. Et le plus, donc c'est le masculin, et le moins c'est le féminin. Et si en électricité j'ai pas le pôle plus et le pôle moins, mon ampoule ne peut pas briller non plus. Donc voilà, ça c'est un petit peu de manière ancestrale ce que nous apprend le tantra. Mais maintenant, bien sûr, à notre époque, en Occident, des gens ont développé autre chose, hein, qui je pense est tout à fait intéressant, et travaillent d'une manière différente. Donc c'est vraiment le tantra, vraiment et travailler notre énergie interne, hein, et notre alignement corps, esprit et âme. Donc être en connexion avec nous-mêmes, avec notre partie la plus subtile. Ça fonctionne soit avec des gens célibataires, hein, vous pouvez venir seul au groupe de tantra, ou vous pouvez venir en couple. Il y a des gens qui viennent en couple et qui décident de faire tous les exercices ensemble. Donc ils sont libres de faire les exercices ensemble, et ils se retrouvent tout le temps à deux et dans le cercle du couple à développer une autre pratique que peut-être la sexualité qu'ils connaissent eux, pour s'ouvrir plus à un espace sacré. Savoir comment construire énergétiquement, d'abord dans le lien énergétique du couple, cet espace sacré. Et puis, il y a des gens qui viennent donc seuls, célibataires, et qui font différentes rencontres de différents partenaires, hein, où bien sûr il n'y a pas de sexualité pendant les groupes de tantra à proprement dit. On peut passer au massage, on peut passer à des exercices de respiration ensemble, des exercices où on va passer par la danse, le regard, mais il n'y a pas de sexualité à proprement dit. Parce que le tantra, justement, nous apprend, nous dit et nous suggère que la pénétration n'est pas un but en soi dans la relation sexuelle. Et que l'extase et l'orgasme cosmique, hein, parce qu'en tantra on parle vraiment d'orgasme cosmique, hein, et c'est bien pour ça qu'on travaille notre énergie de manière individuelle au préalable ou de manière séquentielle en alternant les deux. Hein, souvent c'est ce qui se passe dans les groupes, hein, c'est qu'on alterne un peu les exercices. On équilibre tous ces centres énergétiques, hein, qui sont nos chakras. Donc, je ne vais pas trop détailler ce soir les chakras, mais en tout cas, c'est retrouver cet alignement et cette ouverture au niveau des chakras pour pouvoir progressivement aller vers une certaine extase, un certain orgasme qui n'est pas forcément un orgasme situé en dessous de la ceinture, donc qui est uniquement un orgasme génital qui
à la longue, dans notre vie d'humain, s'il y a trop de répétitions, on va disperser cette énergie vers le bas, peut nous amener vers un épuisement. Par contre, si cette énergie primaire qui est située au niveau du chakra racine, on va la purifier, la spiritualiser et la faire monter vers les chakras supérieurs, on se retrouve là, pas dans un orgasme qui dure quelques centièmes de seconde, mais plutôt vers une extase qui peut durer parfois plusieurs dizaines de minutes. Et les Anglais ont une tendance à exprimer ça avec un terme très intéressant où ils utilisent le full body orgasme. Donc on est vraiment sur un orgasme du corps entier, qui n'est pas uniquement voilà, situé en bas. Comment ? Oui, je parle du tantra, mais dans le Tao, hein, ce sont les mêmes systèmes. Hein. Après, bon, pour les hommes, et notamment dans le Tao, et certains maîtres qui ont donné certains enseignements, pour l'homme, par essence, il est multi-orgasmique. Hein, et il y a certaines techniques pour qu'il puisse avoir un orgasme non éjaculatoire au niveau génital. Donc ça, c'est vraiment une autre partie du Tao, mais aussi ça va vers une certaine approche du Tantra, parce que l'éjaculation, et parfois les hommes peuvent faire un peu la confusion, hein, l'éjaculation et l'orgasme sont deux choses bien distinctes. Ce sont deux choses bien distinctes. Et c'est parce que les deux arrivent ensemble qu'on pense que l'éjaculation, c'est l'orgasme. Mais on peut tout à fait avoir un orgasme sans éjaculation, soit situé au niveau génital, ou soit en faisant monter l'énergie vers les chakras supérieurs. Le tantra aussi, bon, il y a une certaine philosophie un petit peu qu'on peut aborder pendant les stages, hein, qui sont la place de l'homme et la place de la femme dans le couple. Hein. Comment chacun, de manière énergétique, fonctionne. Comment l'homme a plus vocation à aller vers l'extérieur, hein, et à chercher un peu des propositions qu'il peut faire à la femme. Et elle, la femme, son réel pouvoir, il est invisible. Hein, il est dans l'invisible. Hein, parce que c'est l'homme qui propose et c'est la femme qui dispose. Et tant que la femme n'arrive pas à disposer, l'homme est censé aller chercher des propositions. Donc l'homme, son énergie qui rayonne de l'intérieur, il va la faire rayonner vers l'extérieur. Et la femme prend l'énergie de l'extérieur pour rayonner à l'intérieur. Donc c'est deux systèmes énergétiques très très différents. Et actuellement, s'il y a beaucoup de problématiques au niveau du couple, c'est parce que chacun ne connaît pas vraiment sa place. La femme veut aller beaucoup vers l'extérieur, peut-être ce qui est compréhensible, hein, parce que l'homme n'assume pas aussi sa position. Mais comme la femme, d'une manière naturelle, a plus de peur, pour elle, c'est difficile de réaliser des choses vraiment beaucoup à l'extérieur. Et elle peut amener dans le couple l'homme vers une certaine castration si elle est trop vers l'extérieur. Mais en réalité, la femme a beaucoup plus de pouvoir que l'homme, entre guillemets, pouvoir de décision en tout cas. Mais son pouvoir est invisible. Son pouvoir est invisible. Voilà ce que nous apprend un petit peu le tantra sur le plan énergétique et philosophique. Ce qui veut dire qu'en fait, grâce au tantra, à la limite, on se reconnecte vraiment à l'humanité en tant que femme. Oui, et masculinité pour l'homme, effectivement. On retrouve cette essence. Et aussi, il nous apprend à comment pouvoir aussi gérer, qu'on soit homme ou femme, notre yin ou notre yang, pour le Tao. Donc comment gérer notre aspect masculin et notre aspect féminin. Tous les jours dans notre vie, consciemment, est-ce que j'utilise mon masculin dans cette situation ou est-ce que je vais plutôt utiliser ma partie féminine. Donc il nous apprend aussi cet équilibre.
Et si on regarde encore une fois l'homme ou la femme de manière anatomique et au niveau génital, la femme a tous ses organes à l'intérieur et l'homme c'est à l'extérieur. Donc aussi ça explique certaines choses sur notre fonctionnement. Oui, parce que si on est trop dans l'angle, le côté masculin, oui. en tant que femme, oui. Forcément, ça ne peut pas... Oui. Et on crée un déséquilibre dans le couple, et il y a certaines peurs intrinsèques à la femme qui sont difficiles à surpasser, parfois. Notre société évolue dans un sens où peut-être parfois les femmes ont vraiment une tendance à être très masculines, et parce qu'on leur demande beaucoup aussi de manière sociétale. Voilà pour ce qui est du tantra. Est-ce que vous avez des questions particulières? Quels sont ceux parmi vous qui en ont déjà entendu parler, qui sont intéressés au sujet, ou qui ont des expériences avec des partenaires? Oui. Christian? Oui. Ouais, je répondais simplement à ça. Qui en avait fait? Ouais, d'accord, ok. Ouais. Très bien. Moi je répondais à présent. Enfin, ouais, je suis un jeune prof de yoga et j'ai une amie qui étudie à Gama, en Asie, et du coup j'ai pu être assez surpris. Ouais. Oui, je pense que c'est une très bonne école. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc, on parle des hommes et des femmes, mais pourquoi avec deux femmes ou deux hommes ça marcherait moins bien? Parce qu'on communique d'âme à âme entre guillemets. c'est plus en termes de pôle, le pôle féminin et le pôle masculin. Mais là, moi, je parle de choses très anciennes, qui ont des millénaires et millénaires, c'est juste l'enseignement du tantra. Mais comme je dis, actuellement, il y a des choses qui se développent au niveau de l'homosexualité. Et il y a des groupes qui sont faits. Mais ça fonctionne. Par exemple, un couple de femmes, il y en a sûrement une qui est plus masculine que l'autre. Oui. Du coup, est-ce que ça peut rééquilibrer? Ou pas, ou ça ne remplacera jamais un vrai homme? Non. Ça c'est propre à chacun, c'est propre au choix de chacun. Ouais. Mais, bonsoir. Mais parfois, si je reviens aux constellations familiales, on trouve souvent une réponse à pourquoi la personne a fait le choix d'une sexualité homosexuelle. Et souvent, on peut remarquer que peut-être il y a eu un père absent et que l'enfant aussi a comblé ça énormément et qu'après aussi il a fait ce choix d'aller vers le masculin. Mais ça part souvent de l'enfance. Ça part souvent de l'enfance. C'est pas aussi le chemin de l'âme? Ça peut être le désir de l'âme de vivre une expérience terrestre où il fait le choix de l'homosexualité. Ça peut tout à fait. Mais c'est tout le temps l'histoire parentale qui lui fera faire ce choix-là. C'est tout le temps, il y a la cause et l'effet. Et sans cause, il n'y a pas d'effet et vice-versa. Enfin, c'est quand même dur pour vos parents. Je vous dis, excusez-moi, mais ça met quand même une grosse responsabilité par rapport aux parents. Si tu le places en termes de responsabilité, effectivement, mais bon, il ne faut pas se sentir coupable pour si peu. Hein. Parce que de toute façon, comme je dis, l'âme a choisi une vocation et a choisi certaines situations qui vont lui amener certaines expériences. Dans notre travail, on apprend beaucoup à se déculpabiliser aussi de toutes les expériences qu'on a faites. Parce qu'on sait que telle expérience nous amène là, aujourd'hui, là où on est. Et vous a amené là, aujourd'hui, là où vous êtes. C'est jamais le fruit du hasard sur ce pourquoi vous êtes là. Et sur ce pourquoi demain vous serez ailleurs. Mais il y a des âmes qui sont quand même plus compliquées que
des âmes plus compliquées. Souvent, quand on pense que c'est compliqué, c'est parce qu'il y a confusion entre les choix du mental et les choix réels de l'âme. C'est souvent cette confusion-là. Qu'est-ce qu'on va écouter? Il faut surtout arriver son mental, surtout dans le contrat. Quelle écoute intérieure? Oui, on n'a pas le lâcher, hein, même s'il y en a. C'est un processus Parce que c'est dur d'entendre, je veux dire que l'âme, elle a choisi telle et telle expérience. Quand on est depuis le début, on ramasse. Donc dire à l'âme, c'est pas plus droit après. c'est tout le temps notre centrage qui va permettre d'être à l'écoute de l'âme. Hein, et c'est notre libre arbitre, et c'est de là que dépendent tous nos choix. Et tout dépend de nos choix. Est-ce que je vais choisir ça ou choisir ça? Et après, ça a une cause et une conséquence, hein, de manière positive ou négative. Mais justement, intégrer ce pôle féminin, hein, et ce pôle masculin nous permet aussi, dans le tantra, de nous respecter. Quelles sont mes réelles limites? Est-ce que je m'écoute moi ou est-ce que je suis en train de faire plaisir à l'autre? Et dans la vie, c'est la même chose. Est-ce que je m'écoute moi, hein? Est-ce que j'apprends à voir ma vie uniquement, et j'appuie vraiment sur le fait uniquement en fonction de moi, et plus du tout en fonction de l'extérieur? Mais souvent, pour faire ces choix-là, il faut se libérer au niveau émotionnel. Parce que c'est l'identification à l'émotion négative. Et là, on parle vraiment de l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est l'identification à la partie blessée de l'être. Et quand on s'identifie à cette partie blessée de notre être, eh ben, on est à côté de la plaque. Quand on a réglé tout ce qu'on a à régler au niveau émotionnel, on peut faire nos choix en conscience. Et peut-être commencer à ramasser beaucoup moins. Et justement, c'est pas seulement l'âme, si tu ramasses. il y a un accompagnement de votre part là-dessus, le fait d'être bien avec soi, soit pour la femme de effectivement recevoir et puis et pour l'homme aller chercher. Le fait, non, est-ce qu'il y a un accompagnement, le fait de, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, l'important c'est d'être bien avec soi-même. Et est-ce qu'il y a un accompagnement de votre part pour arriver à être bien, pour que ce soit l'homme ou la femme qu'il puisse y avoir cet échange? Ça c'est vraiment, quand je parlais de ça, ta question est bonne, quand je parlais de ça, c'est vraiment une manière philosophique de voir la vie. Mais bien sûr, c'est de la philosophie, mais ça doit passer par la pratique. Et effectivement, pendant les stages, on apprend aussi, on alterne entre des exercices plus yang, donc plus masculins, ou peut-être la femme qui est énormément yin, ça va la bousculer un petit peu. Et on va alterner aussi avec des exercices un peu plus yin. Donc ça va bousculer aussi certains masculins qui sont eux très yang. Mais c'est tout le temps cet équilibre qu'on recherche. Et quand on recherche l'équilibre, alors qu'on est dans un monde duel, on recherche aussi cette non-dualité en nous. Et plus on est en nous-mêmes dans une non-dualité, et plus l'extérieur aussi, donc la réalité qu'on crée à l'extérieur, parce que nous sommes 100% responsables de la réalité que nous créons, et plus cette réalité extérieure sera non-duelle, et plus la vie, d'une manière plus fine, sera douce pour nous, avec une certaine stabilité. Mais oui. Si on creuse un peu trop, ça va ressortir encore d'autres choses, ça prend encore d'autres choses, ça prend encore d'autres choses. Je trouve que moi, ça développe
des maladies aussi, ça peut développer des maladies, comme le cortex, Non. une gastro. Non, parce que je voulais expliquer. Ça dépend de chacun. Parfois, il y a des résistances. Et pourquoi souvent il y a des résistances? C'est la peur. Et la peur, elle est régie par quoi? Par le mental. Et ces peurs-là, c'est l'illusion du mental. Dans mon travail, ce que je recherche, c'est que la personne soit autonome. Pour ceux qui ont visité mon site, mon blog, j'encourage les gens à plus utiliser leur bien-être dans leur vie en tant qu'art de vivre. Et non pas seulement, je vais voir mon thérapeute et après je retombe dans certains carcans. Non, c'est vraiment un art de vivre. Donc mon objectif, c'est de rendre les gens autonomes sur un plan social, émotionnel, spirituel, et de se connaître profondément. Et au bout d'un moment, quand on a une pratique régulière de ressourcement, parce que le ressourcement est quelque chose d'essentiel. La majorité des gens pensent que manger, boire, travailler, dormir et avoir un peu de sexe de temps en temps, c'est suffisant. Mais ça peut épuiser l'être énormément. Parce que notre mental, il faut aussi le nettoyer. C'est comme se brosser les dents. L'esprit aussi, il faut le nettoyer. Et si on oublie de le nettoyer, eh ben, il accepte beaucoup de fichiers. Et sur un disque dur, quand on met trop de fichiers, à un moment, on ne peut plus mettre de nouveaux fichiers. Et c'est là que, effectivement, la dépression peut arriver et la maladie peut arriver. Parce que quand on est malade, sauf pour l'enfant c'est un peu différent. J'en parlerai si ça vous intéresse. Quand on devient malade, c'est l'esprit qui nous a rendus malades. Donc nous sommes 100% aptes à nous rendre malades, mais nous sommes 100% aptes à nous guérir aussi, sans aide extérieure. Mais quand il n'y a pas de ressourcement, vous pouvez oublier la guérison. Donc j'enseigne aussi des techniques qui sont progressives aussi. Au début c'est 5 minutes par jour, et puis on voit que 5 minutes, wow, c'est 5 minutes, mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Mais ce que je veux dire par là, par exemple, moi je me rends compte, il y a quand même beaucoup de turbulences actuellement. Quand même, on est attaqué. Bon, on a fait ça. Ah, tiens, le truc la carne. Bon, allez. Enfin voilà, c'est à ce niveau-là, quoi. Je me dis, ouais, c'est tout le temps, j'ai l'impression que tout le temps, quand je vous entends, si vous pouvez permettre, j'entends que on se fait attaquer, le monde est agressif. Non, moi quand je dis c'est pas le mot, pour moi c'est quand je me dis attaquer, c'est ça, trop. Parce que moi, le monde, on va dire, la société ou n'importe quoi, Qu'est-ce que vous voulez dire alors? Quelle est la difficulté? Au niveau émotionnel, parce que souvent moi c'est des problèmes, au niveau émotionnel, je sens beaucoup de turbulences, mais même extérieures, mais pas, je ne parle pas forcément de gens, de personnes ou quoi que ce soit. Je trouve choses, des jours où... Le fait de se ressourcer et d'avoir une pratique de ressourcement, comme je le dis, nous permet de nous régénérer énergétiquement. Et nous permet d'être conscients de tout l'inconscient que nous générons sans le savoir. Parce que c'est inconscient qui est généré en permanence pour certaines personnes et qui n'arrivent pas à observer leurs pensées, par exemple, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans le corps ou ils n'ont pas guéri des choses émotionnelles de l'enfance. Voilà, tout cet inconscient-là génère des difficultés qu'on ne comprend rien. On n'arrive pas à lire la carte du ciel. Et il y a justement, par rapport à la carte du ciel, il y a une maxime qui dit « Il n'y a personne qui soit né sous la mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire la carte du ciel. » Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est né avec plus ou moins de difficultés. Mais
nous sommes nés avec certaines expériences à vivre et nous avons tous les mêmes capacités à les surmonter. De toute façon, si on nous dit, c'est qu'on peut le surmonter. Aussi. Et le ressourcement est une valeur essentielle que je transmets dans mon travail. Et c'est un engagement par rapport à soi. C'est un engagement pour trouver la joie et l'amour en permanence, en soi. Parce que ça ne dépend que de notre choix. Est-ce que moi, je veux focaliser ma pensée là, ou est-ce que je veux la focaliser là? Est-ce que je veux la focaliser sur le négatif, ou est-ce que je veux la focaliser sur le positif? Est-ce que je me focalise sur le verre à moitié vide, ou sur le verre à moitié plein? Mais c'est souvent rediscipliner l'esprit à quelque chose qu'il ne connaît pas. Parce que dès le plus jeune âge, il y a un conditionnement énorme dès l'école. Dès la petite enfance avec les parents, après à l'école, etc. Il y a un gros conditionnement. Donc c'est se déconditionner et réapprendre à fonctionner de manière naturelle et détendue. Parce que le stress n'est pas un état naturel. Notre état naturel, c'est la détente. Et il faut apprendre à entretenir cette détente. Et être en phase de notre société aussi. Ça doit être difficile. Et avec ça, notre société ne nous apprend pas tout ça. Et s'il est trop dans le positif, on est en décalage avec notre société dans laquelle nous vivons actuellement. Enfin, Aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner quelque chose, et pourtant, je fais partie de la société. Ça dépend de vos choix. Ça dépend de vos choix. Est-ce que moi, j'habite à Paris, hein, je vois dans le métro, hein, il y a une telle propagande avec les médias. C'est le 20 minutes, c'est le direct matin, et voilà, c'est distribué gratuitement. Et les gens, quand ils se réveillent à 7 heures, c'est là où l'esprit est le plus frais, après le sommeil, pour intégrer des choses, pour apprendre des nouvelles choses. Et quand on lit toutes ces choses négatives dès le matin, et que après, quand on arrive au boulot, on en parle aux collègues, ce qu'on a lu dans le journal, etc., on l'alimente. Et on commence à s'identifier dans notre réalité de ces choses négatives. Et on crée aussi une certaine réalité qui ne nous appartient pas. Hein, parce que si je commence à réfléchir, la guerre qui se passe là-bas, qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie, moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma propre vie? Pourquoi moi je suis en train de m'identifier au malheur des autres? Donc tout ça aussi génère une certaine difficulté. Mais si vous êtes là aujourd'hui, vous faites partie aussi de la société. Et c'est votre choix qui vous a fait venir ici aujourd'hui. Et tout dépend de vos choix. Est-ce que je veux venir après. Les autres aussi, à l'extérieur de nous, hein, nos amis, etc. Quand on a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, etc., peuvent être une très grande dispersion pour nous. Et surtout quand on a des amis négatifs, hein, qui parlent tout le temps de la malheur du monde, ah t'as pas vu ça, tu sais pas ce qui m'est arrivé, et tatati, et tatata. Et la plupart des gens rentrent dans des discussions négatives et des moulins négatifs de manière inconsciente. De manière inconsciente. Et c'est une implication très forte énergétiquement dans leur réalité. Donc plutôt que de faire le choix de se disperser pour refaire le monde et le blabla qui tourne en rond avec les amis sans arrêt, eh ben, apprendre plutôt à se dire, ok, moi, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux intérieurement? Et arrêter les dépendances extérieures, dépendance aux autres, pour combler un vide intérieur. Mais plutôt apprendre à combler ce vide intérieur par moi-même. Par moi-même, sans chercher que ce soit les autres qui le comblent, par dépendance affective et émotionnelle. Mais ça dépend aussi de nos choix, de se défaire de nos addictions. Et c'est là que j'ai appelé ma méthode l'art de vivre de l'être unifié. Ça peut sembler un peu peut-être absurde, mais c'est d'abord un chemin individuel. Parce que si on ne se reconnaît pas soi-même, et si on n'apprend pas à s'aimer véritablement,
Quand je dis véritablement, c'est véritablement. Hein, et de connaître notre estime véritable. Pas l'estime financière, mais l'estime en fonction de l'amour du soi. Moi, combien je m'estime, combien je vaux, quels sont mes objectifs, quel est mon chemin dans ma vie. Et ce chemin-là, est-ce qu'il est connecté à mon âme ou est-ce qu'il est connecté aux croyances de l'extérieur? Et qu'est-ce que je mets en place pour aller vers cet objectif? Et c'est ça que je souhaite vous transmettre. Mais quand, au niveau du mental, il y a de la dispersion et de la confusion, n'espérez pas voir la clarté dans vos vies. N'espérez pas avoir la clarté dans les situations que vous rencontrez dans votre vie. Parce que ce sera toujours à l'image de votre esprit. Que ce soit conscient ou inconscient. Ça fonctionne de la même manière. Et ça fonctionne de la même manière pour tout le monde. Quand sur un balancier, on crée un excès d'énergie, eh ben, on en récolte les effets. Cause, effet. Mais c'est l'engagement, la volonté consciente qui nous permet d'aller vers nos objectifs, au-delà des difficultés qu'on rencontre, ou qu'on croit rencontrer. Parce qu'elles sont aussi une certaine illusion. Et si on ne se focalise pas sur cette illusion, eh ben, on crée la réalité qu'on désire réellement. Mais, voilà. C'est l'engagement. Donc voilà, que ce soit dans les groupes ou en individuel, c'est le travail que je vous propose. Et ce sont les exercices qui passent par le corps que je vous propose. Parce que je peux vous parler de théorie et effectivement ne pas réellement l'incarner dans ma vie. Mais c'est pas ce que je transmets. Bon, après ces bonnes paroles, est-ce que vous avez des questions sur le tantra, les constelles, ou peut-être ce dont je viens de vous parler? La définition de tantra, si c'est un art philosophique, si c'est une manière de voir, c'est quoi? C'est quoi en fait? C'est l'art d'être soi-même. Le tantra ne rejette rien. Le tantra ne rejette rien. Le tantra accepte tout quand l'être est connecté à sa partie divine. Donc c'est une énergie. Alors, effectivement, si on parle un petit peu plus de mon travail et comment je l'aborde dans les week-ends, j'utilise en partie certaines méditations actives qui sont issues de l'enseignement d'Osho, Rajneesh, qui lui était, je ne veux pas trop longtemps parler de lui, qui lui a développé toute une série de méditations qui amènent l'être à développer un taux vibratoire plus élevé, pour après un objectif de méditation et d'intériorisation plus facile au-delà du mental. Mais on cherche vraiment, effectivement, sur un plan énergétique, à élever notre taux vibratoire. J'ai pu répondre à ta question? Quand on travaille avec la respiration, avec certains mouvements du corps bien particuliers, et qu'on les enchaîne d'une manière particulière, eh ben, on se dégage, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais on se dégage d'une cuirasse émotionnelle. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est avec vous je pense, c'est la pensée et c'est l'esprit qui crée la maladie. Et quand on regarde la médecine traditionnelle chinoise, ils basent toute leur médecine sur les points énergétiques, sur l'énergie qui circule dans le corps.
qu'ils ont fait en acupuncture, c'est une base des grands canaux énergétiques. Mais il y a plein de nadis, donc il y a plein de canaux énergétiques encore plus fins et plus subtils. Et chaque fois qu'on génère quelque chose de négatif, qui n'est pas en accord avec nous-mêmes, on crée des bouchons énergétiques. Et ces méditations-là, le fait de se relaxer, de se détendre, ou même aller un peu plus loin, d'utiliser l'auto-hypnose, parce que je peux enseigner aussi l'auto-hypnose aux gens qui viennent en individuel, permet d'aller vers une relaxation très profonde et justement de déboucher ces canaux-là et ces nadis-là. Et c'est là qu'on parle d'élever notre taux vibratoire. En réalité, on n'élève rien, on récupère juste notre énergie naturelle, sans encombrement. Donc ça passe par le corps aussi. Et de toute façon, qu'on passe par le corps ou qu'on passe par l'esprit, ou qu'on travaille sur l'esprit pour aller mieux dans le corps, de manière intrinsèque, ça travaille aussi. Et l'intérêt, c'est de rediscipliner l'esprit pour aller tout en bien dans son corps aussi. Parce que tout part de là. Et la micro-circulation Qu'est-ce que ça fait? Moi, c'est avec sélectionner. Ouais. Non, mais je n'utilise pas ces méthodes-là. Je pense que c'est l'énergie. C'est une forme d'acupuncture avec les doigts, quoi. Oui, oui, oui. C'est par le toucher. J'utilise le magnétisme. Maintenant, on a des tendances à appeler ça telle méthode, ou telle méthode, ou telle méthode. Je reviens beaucoup à la simplicité des choses. Dans mon travail, je reviens à la simplicité des choses. Donc moi, je parle de magnétisme. Depuis des temps et des décennies, il y a tout le temps des gens qui ont travaillé avec l'énergie, chez les Égyptiens, chez les Esséniens, et c'est avec le magnétisme. Donc toutes ces méthodes-là travaillent avec l'énergie de toute manière. Et l'énergie, c'est l'énergie. L'énergie vitale, c'est aussi l'énergie sexuelle. Il n'y a pas de différence. C'est tout le temps le choix qu'on en fait. Est-ce que mon énergie, je la rends sexuelle? Et c'est ok, pour un temps, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai une bonne extase sexuelle, et c'est ce que je dis, le tantra ne rejette rien. Si je veux aller dans une sexualité très yang, très masculine, parce que je suis un homme et que ça me fait plaisir, eh ben je le fais. Et si parfois je veux aller dans mon yin, donc dans des énergies plus subtiles, et c'est ok aussi. Mais c'est ne pas aller s'engouffrer dans des situations d'addiction, en fait, qui font que l'être parfois se perd. Mais l'énergie, c'est l'énergie. Peu importe la méthode qu'on utilise, les concepts plus ou moins compliqués, tordus, qu'on a voulu mettre en place, c'est toujours les mêmes choses que ça travaille. Et moi, je préfère revenir à la simplicité. Mais cette simplicité-là, même si elle est simple, c'est toujours un challenge. Je ne dis pas une difficulté, mais un challenge pour soi-même, pour pouvoir l'incarner réellement et véritablement en soi. Mais c'est un chemin progressif et tout à fait applicable pour chacun. On a tous des objectifs différents. Des objectifs de bien-être, selon comment on se sent dans le moment présent, on a tous des objectifs différents. Et chacun a des besoins différents. Le ressourcement, c'est de la méditation? C'est une bonne question. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent parfois, oui, non, moi je médite pas, mais bon, j'aime bien marcher, j'aime bien me balader dans la forêt, ça me détend, ça me relaxe, etc. Et ils disent, bon, bah non, la méditation, c'est pas mon truc. Bon, parfois, on dit méditation, ça peut faire peur aux gens. Bon, j'utilise ce mot-là, mais je peux utiliser plus la détente, se détendre. Et se détendre, c'est quoi? Juste observer notre respiration. Par contre, les gens qui me disent oui, moi je me ressource quand je vais dans la nature, ou quand je vais près d'un arbre que j'aime bien, etc., effectivement, ils peuvent se ressourcer comme ça. Mais je suis un petit peu réticent à prendre ça comme de la méditation. Je dirais plus c'est de la contemplation,
donc c'est une action aussi de régénération, mais rien ne remplace la méditation. Rien ne remplace la méditation. Parce qu'on a les yeux fermés et on va vraiment observer les choses à l'intérieur, en profondeur. Même, je dis aux gens, même si vous êtes dans un lieu en silence, mettez des boules quiesces. Vous aurez encore plus capacité à vous intérioriser, à écouter les bruits intérieurs, les sons intérieurs et se focaliser sans distraction extérieure à la respiration. Mais voilà, si pour certains la méditation peut être assimilée à d'autres pratiques, attention, ça ne remplace rien. Ça ne se remplace pas forcément en termes d'effet, de détente réelle. À partir du moment où mes yeux sont ouverts, le mental est aussi en action. Comme je dis, le troisième œil, j'ai plutôt tendance à l'appeler l'œil unique. Parce que quand on a les yeux fermés, il n'y a qu'à partir de celui-là qu'on peut voir les choses au-delà du visible. Donc aller voir l'invisible, au-delà des apparences, qui peuvent parfois être trompeuses. Ok, vous êtes intéressé, il y a des questions? Très bien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Vous pourriez élargir par rapport aux enfants qui ont des maladies? L'enfant, lui, c'est un maître pour les adultes. C'est un maître, c'est un enseignant. Or, l'adulte, parfois, dans certaines limites, bien sûr, mais parfois l'adulte a une tendance à vouloir enseigner des choses à l'enfant avec son mental. Or, l'enfant, lui, il est dans le ressenti. Il est dans le ressenti, et si l'adulte même arrive vers l'enfant avec un beau masque qu'il a mis, et en affichant un beau sourire, et que intérieurement, le sourire que l'adulte affiche, qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il ressent à l'intérieur, l'enfant il le ressent directement, au-delà du visible. Lui il utilise beaucoup cet œil unique, l'enfant. Il est dans son ressenti direct. Et il va se caler si le parent ou si l'éducateur, l'adulte en face de lui ressent un stress intérieur, l'enfant, lui, va ressentir de l'insécurité. Et quand l'enfant ressent de l'insécurité, il va être hyperactif ou hyper agité. Il va avoir un comportement qui va encore rendre l'adulte encore plus fou, entre guillemets. Mais c'est juste son miroir, c'est son propre miroir. Donc l'enfant a cette capacité-là